j'avoue d'être assez étonné, ému et content de voir cette assistance. Depuis, je pense, une quinzaine d'années que l'association de lecteurs existe, je crois qu'il n'y a jamais eu une assemblée et une soirée si bien fréquentée. Donc, première chose à vous dire, merci beaucoup d'être là sur ce débat de ce soir. Peut-être je commence par quelques remerciements très très rapides. D'abord remercier Jean-Baptiste qui est là-bas, qui s'est chargé de toute l'organisation logistique et de la publicité. Remercier Maude qui était d'accord d'animer ce débat, de le préparer avec des intervenants, et aussi remercier les 3 intervenants qui ont été intéressés et d'accord de donner leur contribution à cette soirée. Donc cette soirée fait partie des soirées que l'ALC organise chaque année, 2, 3, 4 selon. Et donc ce soir, ce sera le thème de l'agriculture. Voilà. En fait, vous dire que l'idée de cette table ronde est née malheureusement d'un événement pas très gai qui s'est passé à la ferme de la Touvière, donc la fermeture de cette exploitation en décembre dernier, qui a nécessité un certain nombre d'événements autour. Tout de suite vous dire que ça ne se veut pas une célébration. La soirée n'est pas conçue comme une célébration ni du projet, ni de sa fin. Donc pas trop de larmes, mais quand même, disons que c'était quand même un peu l'idée de saisir cette occasion, de ne pas laisser passer cette occasion pour organiser un débat autour de ces thèmes, du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qu'il aurait fallu ou pas fallu. Donc pas du tout de célébrer, mais plutôt de réfléchir. Juste, je termine ces quelques mots d'accueil par une petite note un peu personnelle. Il s'avère que j'habite la Touvière avec d'autres, je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui sont là d'ailleurs qui habitent la Touvière, et qu'en habitant la Touvière, on a eu la chance d'assister à la naissance de ce projet, de le vivre pendant 10 ans, et que voilà, c'est une expérience assez intéressante, positive, constructive. Vous dire aussi que, comme vous, probablement, il arrive souvent qu'on lise dans les journaux ou qu'on écoute qu'une à deux fermes par jour cessent leur activité en Suisse. Donc ça fait, je crois, à peu près 500 ou 600 fermes par année. Et bien voilà qu'un jour, il y en a une sous nos yeux qui ferme, tout à coup, des locaux qui étaient extrêmement vivants, avec des chèvres. Je peux dire qu'on était aux premières loges, parce que notre chambre était à peu près à 10 mètres du museau des chèvres. Mais disons que c'est, voilà, tout à coup, on voit plus de chèvres, un local qui se vide petit à petit, même qui était encore rempli d'activités, parce que les activités de la fin d'une activité étaient aussi intenses que l'activité elle-même. Mais aussi dire que c'était, en tout cas pour moi, et je pense que pour les habitants de la Touvière, constater que quand une ferme ferme ses portes, il n'y a pas seulement un bâtiment qui se vide, il n'y a pas seulement un savoir-faire qui se perd, mais il y a aussi toute une dimension humaine, toute une dimension de relations humaines qui s'appauvrit, et ça, c'est vraiment une perte importante. Donc voilà, cette occasion de ce soir, c'était aussi donner un message de reconnaissance, pas seulement aux chevrières, surtout aux chevrières, mais aussi à tous ceux et celles qui se battent pour une agriculture de proximité et qu'on les encourage à continuer leur lutte. Voilà, merci, et je cède la parole à Maude. Merci beaucoup, merci à toutes et tous d'être venus ce soir avec nous pour ce moment d'échange et de discussion qu'on vous propose un petit peu en 2 temps. D'abord autour de la scène avec les intervenants et intervenantes que je vais vous présenter. Et puis ensuite aussi, vous aurez l'occasion de vous exprimer, de poser des questions ou juste de réagir ou de partager des choses. Donc ce sera très précieux aussi d'avoir vos contributions. Peut-être un petit mot parce qu'on m'a dit de faire attention à ça. C'est pas la ferme de la Touvière qui a fermé, c'est la chèvrerie. Et il reste toujours une exploitation qui continue à produire, mais sans les bêtes. Je vais commencer quand même par vous présenter qui est là, même si je pense que parmi vous, peut-être beaucoup de personnes connaissent... Ah oui, autre précision importante.
c'est filmé ce soir pour qu'on puisse garder une trace de cette soirée et potentiellement aussi la diffuser ensuite. S'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être filmées, juste nous en avertir maintenant, comme ça on fait le nécessaire. Ok. A priori ça joue. Super. Alors du coup, je me tourne vers vous qui avez finalement pensé cette soirée, qui avez alimenté aussi de vos réflexions le format de ce soir. Sophie Eudel d'abord, qui était chevrière à la Touvière jusqu'à la fin du projet en fin d'année passée, et puis qui depuis aussi riche de cette expérience s'est redirigée vers l'association des petits paysans, où tu as investi la question des remises de ferme extrafamiliales, donc forcément quelque chose qui résonne aussi avec l'expérience de la chèvrerie, mais on aura l'occasion d'y revenir. À côté de toi, Frédéric Desus, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent ce visage, voire ce nom, si vous le lisez dans les colonnes du Courrier, parce qu'il y a de nombreuses chroniques qui sont signées par Frédéric, notamment sur les questions d'agriculture et qui s'intitule Carnet paysan. Mais de manière plus générale, tu as aussi et surtout une formation d'historien et donc un regard sur tout ce qui est lutte et mouvements sociaux. Et ce soir, c'est plus sur la question évidemment de l'agriculture qu'on va se focaliser. Et puis Nicolas Bloch, toi, tu œuvres à la distillerie de Saconnet d'Arves depuis 2015, donc une exploitation qui avait été fermée et qui a donc repris en 2015. Et puis ce soir, tu viens aussi avec la casquette du MAPC, donc le Mouvement pour une agriculture paysanne et citoyenne, pour lequel tu as réalisé un mandat plus spécifique, on y reviendra plus tard, mais sur la question de l'accès à la terre. Et c'est aussi une piste qu'on investiguera ce soir. Peut-être je te laisse du coup commencer par une présentation un petit peu globale pour qu'on soit un peu tous au fait de 2-3 chiffres importants quand on parle d'agriculture en Suisse. Oui, bonsoir. Alors on va faire ça très rapidement pour pouvoir rentrer un peu plus précisément sur le cas de la chèvrerie de la Touvière assez rapidement. Mais peut-être vous dire que la population paysanne suisse, c'est une population en fort déclin au cours du XXe siècle, et cette configuration continue d'avancer, comme vous pouvez le voir dans les chiffres qui sont présentés. C'est une population également qui perçoit un salaire horaire très bas. On parle là du salaire horaire des exploitants agricoles qui se situe autour des 17 francs de l'heure brute. En comparaison, le salaire médian des autres professions en Suisse est à 40 francs bruts horaires. On peut aussi rappeler que le salaire minimum à Genève est à plus de 24 francs de l'heure brute pour les professions qui ne sont pas les professions liées notamment à l'agriculture. Les ouvriers agricoles, eux, c'est 17 francs 99 brut le salaire minimum. Donc voilà, on voit que le salaire paysan est quand même en question, d'autant plus que c'est quand même un métier qui consacre relativement plus d'heures selon les secteurs, mais quand même beaucoup d'heures à l'activité par rapport à d'autres professions. On a une contribution très importante de la Confédération qui est celle des paiements directs, 3,6 milliards par année en ce moment, et avec une moyenne de 82 000 francs par exploitation. Évidemment, il y a une grande disparité entre les exploitations qui touchent plus que ça et des exploitations qui touchent moins que ça, voire rien du tout. Et ces paiements directs peuvent représenter en moyenne 60 à 70% du revenu paysan disponible à la fin de l'année. Sur les paysannes de montagne, ça va plutôt être autour de 100%, et puis en plaine, ça peut descendre jusqu'à 20%. Mais pour dire que c'est vraiment quand même une part importante du revenu paysan, ces paiements directs qui ne sont pas octroyés à toutes les structures agricoles, comme peut-être on va en parler tout à l'heure.
On a un cadre légal relativement figé, principalement deux régimes de loi, la LDFR et la LAT, qui encadrent une protection des terres agricoles, qui encadrent aussi une protection de ce qu'on appelle l'agriculture familiale, avec des passations de terres et d'exploitation au sein de la famille. On risque d'en parler aussi plus en détail tout à l'heure. Et voir qu'il y a un agrandissement structurel de la taille des exploitations et un certain nombre de fermes qui disparaissent chaque année. Voilà, ça c'est les chiffres qui montrent la diminution du nombre de fermes, eu égard à l'augmentation moyenne de la surface moyenne d'une exploitation en Suisse, qui est passée en un peu plus de 20 ans de, je crois, 13 hectares à 22-23 hectares. Et on voit que dans cette évolution structurelle, comme on pourrait l'appeler, comme en tout cas les autorités l'appellent, il y a une baisse importante des fermes qu'on pourrait dire de petite taille, notamment des fermes du coup, qui seront plus petites que 30 hectares, et une augmentation des fermes de plus grande taille qui vont notamment augmenter par le fait qu'ils vont récupérer des terres d'exploitation qui arrêtent leur activité. La situation genevoise, elle est particulière. Elle correspond un petit peu à ce qu'on peut voir en Suisse, mais il y a quand même beaucoup de zones agricoles spéciales, beaucoup de petites exploitations. On peut dire qu'il y a un petit peu deux types de structures. C'est très schématique, hein, mais en gros, il y a à peu près 238 à 222 selon les chiffres, selon qu'on s'intéresse aux chiffres que donne l'OCAN ou l'Office fédéral de la statistique, qui perçoivent les paiements directs, qui sont des fermes de taille relativement importante, 28,5 hectares de moyenne, et qui sont des fermes avec des exploitants à titre personnel qui fonctionnent sur ce qu'on appelle la surface agricole utile, à savoir à peu près 9500 des 11 300 hectares du canton qui sont consacrés à l'agriculture. Et puis, on a des structures de petite taille qui, la plupart du temps, ne perçoivent pas les paiements directs pour un certain nombre de raisons, qu'on va peut-être aussi dérouler tout à l'heure, et qui, du coup, on le voit, représentent une part très importante du paysage genevois. Et ça, c'est aussi vraiment une spécificité. Quand on regarde toutes les fermes genevoises, c'était sur le slide précédent, mais peut-être qu'il ne faut pas que je m'arrête trop longtemps, mais on a 44% des fermes qui font moins de 10 hectares lorsque l'on considère toutes les fermes recensées. Et quand on pense aux exploitations qui perçoivent les paiements directs, les fermes de moins de 10 hectares ne représentent que 17%. Des fermes ou des exploitations. Donc on voit une grande disparité de chiffres. Et on voit aussi que, contrairement aux chiffres qu'on a vus pour la Suisse, il y a une spécificité genevoise là aussi, c'est celle d'avoir vu sur les 10 dernières années une augmentation assez notable des petites structures, à savoir les structures de nouveau entre 1 et 10 hectares. On voit que les structures, disons, de taille intermédiaire, si on ose les appeler comme ça, sont en baisse comme au niveau suisse, et que les structures de très grande taille sont en augmentation également. Mais on a des projets paysans, des projets de petite taille, des projets de néo-paysans, souvent, qui ont pris place dans le paysage genevois et qui existent dans les statistiques. Et voilà, on peut aussi constater que, comme pour la Suisse, la population
des exploitants agricoles est en situation de vieillissement. J'ai assisté notamment à une séance à Agri-Genève ce printemps sur la fiscalité et la transmission des exploitations agricoles. Il y avait énormément de gens d'un âge certain qui étaient là pour réfléchir à comment est-ce qu'ils allaient remettre, etc. Et on voit qu'il y a plus de 35% des exploitants qui sont sur un âge, qui ont moins de 10 ans jusqu'à la retraite et qui, du coup, vont devoir remettre leur exploitation dans ce laps de temps. Donc, et je crois qu'on est à 63% de personnes qui seront à l'âge de la retraite dans les exploitants actuels. Ce qui montre qu'il y a quand même des enjeux à relativement court terme si on veut qu'il y ait une activité diversifiée et comment dire, et paysanne, non, mais je veux dire, ouais, une activité, quoi, vraiment. Dans les campagnes, il y a des enjeux à très court terme pour que cette tendance structurelle à l'augmentation de la taille moyenne des exploitations, moins de personnes dans les champs, des fermes moins diversifiées, soit mise à mal. C'est quelque chose qui va se jouer après-demain. Et oui, ça c'est... je ne sais pas si on en parle maintenant déjà. Oui, ça peut être intéressant pour la suite de la discussion. On peut dire quand même qu'il y a un certain nombre de choses, de facteurs qui rendent difficile la transmission de fermes en dehors d'un cadre familial. Hein. C'est le cadre familial qui est privilégié par la loi. Et que ce soit dans le cadre de création de fermes ou d'une reprise de fermes existantes, il y a évidemment le fait que la plupart du temps, ces lieux de production sont repris en fermage, à distinguer donc d'une reprise en propriété. Et la reprise en fermage ne permet évidemment pas la même pérennité dans le travail agricole que si les gens sont propriétaires des terres sur lesquelles ils travaillent. Parce que voilà, le propriétaire peut avoir à l'issue du bail en cours d'autres idées pour les terres. Il peut y avoir des décisions foncières, soit de la part des propriétaires, soit de la part des autorités publiques, qui mettent à mal le fonctionnement du lieu de production. Et voilà, c'est quelque chose qui rend difficile la pérennisation des projets. J'en ai un peu parlé, mais du coup, si on arrive en néo-paysan, néo-paysanne, il y a le problème en cas d'achat de terres et d'exploitation, alors qu'on ne fait pas partie de la famille, la valeur du rachat. Hein, on parle de différence entre valeur de rendement et valeur vénale. La valeur de rendement, c'est une valeur qui est fixée par la loi et qui permet à un membre de la famille ou la conjoint de reprendre l'exploitation à un prix qui peut être de 2 à 5 fois inférieur à une reprise extra-familiale. Et ce qui fait que ça donne des domaines qui sont très difficiles financièrement à reprendre, avec des endettements à très long terme, d'autant plus qu'on l'a vu, le revenu paysan n'est déjà pas très élevé. Donc il y a des énormes enjeux qui sont liés à ça dans l'achat à l'extérieur de la famille. Après, il y a aussi, pour les projets de petite taille, comme pas mal de projets qui sont des projets du MAPC, la question de l'absence de reconnaissance du numéro d'exploitant, d'exploitante. C'est donc un numéro qui est octroyé par l'OFAG pour pouvoir être considéré comme exploitant agricole et qui n'est pas attribué dans le cas où on ne possède pas suffisamment de temps de travail sur exploitation. Hein. Il faut plus que 0,2 HUMOS pour obtenir ce sésame.
Si on n'a pas de bâtiment propre, on ne peut pas non plus prétendre à un numéro d'exploitant. Et si on n'a pas de formation agricole reconnue, on ne peut pas non plus prétendre à celui-ci. Les conséquences de cela, c'est qu'on n'a pas accès au paiement direct, donc on n'a pas accès à ces subventions qui sont importantes dans disons, l'économie d'une ferme. On n'a pas accès à des crédits agricoles, notamment des crédits de l'État de Genève ou de la Confédération, qui permettent une aide pour les premières années, soit à fonds perdus, soit des prêts à rembourser au bout d'un certain nombre d'années. Et on n'a pas non plus la possibilité de construire des nouvelles infrastructures, que ce soit des bâtiments de production ou que ce soit des serres de production. Et oui. Tu veux finir en un mot ou est-ce qu'on s'arrête juste là en un mot, ouais, voilà. Et l'autre problème, évidemment, quand on arrive sur une exploitation, c'est la question très tendue du logement paysan. Évidemment que si on doit payer un loyer dans le canton de Genève avec un tout petit revenu paysan, eh ben, c'est très problématique. Et c'est vrai que la plupart du temps, il y a cette situation où, lors d'une reprise de ferme, les exploitantes qui arrivent à la retraite vont conserver le logement et il n'y aura peut-être pas de place si on ne trouve pas d'autres solutions pour que les personnes qui arrivent puissent aussi se loger sur place et du coup s'éviter le prix d'un loyer sur le canton de Genève. Merci. Du coup, je propose quand même qu'on reparte un petit peu de la racine de cette soirée, mais aussi d'une expérience qui est très pratique, très concrète et qui éclaire en fait beaucoup de choses peut-être théoriques et globales. Sophie, est-ce que tu veux bien revenir un petit peu sur le projet de la chèvrerie qui avait une dimension de coopérative, aussi une vocation à mettre en avant une juste rémunération. Voilà, et puis tout ça a duré 10 ans, de l'extérieur en tout cas, en fonctionnant relativement bien. Et puis à la fin de l'année passée, tout s'écroule, ou en tout cas il y a une cessation d'activité. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu finalement comment on en est arrivé là? Est-ce que vraiment c'est quelque chose de subi ou plutôt un processus lent sur les années? Oui, alors merci beaucoup pour ces éléments déjà qui mettent un peu le contexte. Et je dis volontiers quelques mots par rapport à la Touvière, enfin la chèvrerie de la Touvière. Donc tu poses la question de la fin du projet. Moi j'ai envie de dire qu'il y avait, c'était vraiment pas une fin qu'on a subie subitement ou quelque chose qui serait arrivé, qui aurait causé qui aurait mené à cette décision, mais c'est plus un aboutissement en fait d'un long processus qui est plus lié aux conditions d'installation du projet, que j'ai envie de dire qui était pas idéal pour créer un élevage sur le canton de Genève. Je pense qu'à la fin, ce qui a vraiment déclenché la décision, c'était plus de l'ordre de l'épuisement personnel. Après ces nombreuses années où on a beaucoup investi en essayant de quand même tirer ce projet, de le sortir de l'affaire et puis de réussir à nous rémunérer correctement et à arriver à un taux de travail, un investissement qui serait viable sur le long terme. Tu dis finalement, c'est beaucoup d'éléments, de critères qui étaient déjà là à l'installation. Est-ce que tu peux peut-être un peu expliquer quelles étaient les difficultés qui étaient peut-être connues dès le début, mais qui au fil du temps se sont avérées être finalement insurmontables? Oui, tout à fait. Alors, au départ du projet, je pense qu'on était très optimiste et on a vraiment cru dans la possibilité de créer un modèle paysan d'un élevage sur Genève qui sort en fait du modèle traditionnel, dans le sens où on a cru qu'on pouvait installer un projet où on a une condition légale déjà de départ qui est celle d'une sous-location. On n'a pas un fermage officiel. On a cru qu'on pouvait y remédier quand même par le fait qu'on allait valoriser fortement nos produits. On a aussi opté pour un modèle où on s'est organisé en collectif avec la volonté de combler de cette manière-là en fait les difficultés liées au travail
des familles paysannes qui sont souvent astreintes à travailler 50 heures, voire 100 heures par semaine, où toute la vie familiale est mise à contribution. Nous, on a voulu créer un modèle différent qui permet d'avoir des temps libres, qui permet aussi d'avoir des activités annexes, voire principales, comme d'avoir des familles, par exemple, qui ne sont pas compris dans le régime de la même ferme. Et nous avons aussi opté pour un projet où on mettait, on créait tout autour d'une seule filière, donc la filière de l'élevage et de la transformation du fromage, avec cette idée de créer une filière complète qui allait de la production à la transformation à la vente, mais qui restait quand même finalement peu diversifiée, qui était vraiment focalisée sur cette partie de l'élevage. Et on a voulu s'en sortir avec très peu de surface. Donc on est parti avec 9 hectares de terrain agricole. On a pensé qu'avec le fait qu'on allait nous-mêmes transformer notre lait, qu'on allait réussir à obtenir une valorisation telle du lait, qu'on n'allait pas avoir besoin des paiements directs ou pas en avoir besoin avec la même importance que les autres fermes. On savait bien que ça représentait une part très importante des revenus des fermes par ailleurs. Et on a aussi décidé justement de ramener l'élevage dans une zone de plaine à Genève, où c'est pas forcément ce qui est en train de se passer par ailleurs. On a voulu aller à l'encontre d'une dynamique qui s'est dessinée ces dernières 100 ans ou 50 ans, en tout cas, de la disparition de l'élevage quasiment de toute la région genevoise, ou une forte diminution en tout cas. Parce que pour nous, c'était justement important de ramener de l'élevage à proximité de Genève et de cette manière-là aussi combler en fait à des lacunes que la population a par rapport à cette filière. Disons, beaucoup de gens à Genève, ou beaucoup d'enfants en tout cas, ne savent pas exactement comment est produit le lait, comment est produit le fromage, qu'est-ce qui est important pour arriver au produit final, quel est le processus. Et nous, on trouvait que c'était important de ramener ça à Genève et de montrer ça. Et il y a beaucoup qui a fonctionné dans ce projet, dans le sens où on a eu vraiment ce répondant de la population, on a eu beaucoup de soutien, que ça soit par rapport à des personnes qui ont investi dans le projet, des gens qui ont fait des dons. Donc il y a vraiment eu un engouement très important qui nous a aussi conforté dans l'idée que c'était important de lancer ce projet-là. Mais malheureusement, tous ces éléments qui étaient en faveur de ce projet, aussi le soutien public d'ailleurs qu'on a obtenu via la ville de Genève et aussi les fondations et tout ça, ça n'a pas suffi en fait à combler ces lacunes un peu de départ qui étaient qui étaient liées au fait qu'on était des paysans qui essayaient de s'installer sans pouvoir vraiment racheter une ferme, donc en sous-location, qui était une ferme sans logement sur place, un facteur très important. Enfin, il y avait un logement, mais il n'était pas au tarif des logements qui sont compris dans le bail fermier, donc un tarif genevois. Et donc tous ces différents éléments ont mené en fait à la fin qu'on n'a jamais réussi à sortir d'une situation de très grande précarité et de salaire extrêmement bas, d'un endettement personnel en fait. Enfin, on a aussi par exemple pas pu contribuer au deuxième pilier pendant 10 ans et on s'est retrouvé à la fin avec un épuisement personnel qui a fait que il y avait plus l'énergie de continuer à investir dans ce projet, malgré le fait que c'était pas comme si toutes les portes étaient fermées. On continuait à recevoir des témoignages de soutien aussi de la part de la ville ou du canton. Enfin, il y avait une ouverture et c'était aussi un peu la difficulté à la fin de se dire bon, même si
c'est pas que les portes sont fermées et que peut-être on pourrait encore investir là et obtenir 10 000 francs de plus et peut-être là encore obtenir plus de terrain, etc. Mais les conditions de départ étaient telles que, qu'on était en fait plus en mesure nous-mêmes de mettre cette énergie-là. Et du coup, on a décidé de tirer la corde puis d'arrêter le projet. Ouais. On les a déjà un petit peu évoqués dans la présentation, mais il y a tout ce rapport aussi aux subventions directes dont vous avez voulu vous affranchir dans ce projet-là en pensant qu'il y avait peut-être une autre manière de créer une filière viable en elle-même, mais ça reste évidemment un angle extrêmement important de la politique agricole suisse. Est-ce que peut-être on peut contextualiser un petit peu ça aujourd'hui? En fait, cet échec, c'est aussi un peu l'échec de vouloir imaginer un système qui ne repose pas sur ces paiements directs. Pourquoi ils ont pris tellement d'importance? Comment on en est arrivé là aujourd'hui? Alors, pourquoi les paiements directs ont pris... moi, je ne peux pas expliquer pourquoi vous avez pensé que la récupération de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la filière, ça vous permettrait de vous passer des paiements directs. C'est toi qui peux dire ça si ça peut être dit. Sur l'importance des paiements directs dans la politique agricole, en fait, ça résulte d'un compromis à l'intérieur de la bourgeoisie, c'est-à-dire que l'agriculture, surtout étant donné les données topographiques de la Suisse, ne peut pas atteindre une productivité très élevée. Et du coup, il y a un compromis autour de l'idée qu'on va maintenir une agriculture pour un certain nombre de raisons, et on va la maintenir du coup en l'aidant, en complétant le revenu. Donc c'est ça qui explique le système des paiements directs. Moi, ce qui me semble peut-être plus important de souligner par rapport au tableau qui a été dressé par Nicolas tout à l'heure, c'est que ce tableau fait de la disparition des fermes et de l'agrandissement des exploitations, qui est un agrandissement très relatif, parce que si on se compare avec les structures européennes, en fait, il n'y a que des petites fermes en Suisse. Donc voilà, elles sont relativement grandes ou relativement petites, mais ce qu'on ne voit pas dans ces chiffres-là, c'est le fait que au moment de la forte motorisation de l'agriculture, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une fraction de la paysannerie qui s'embourgeoise. Et donc le tableau qu'on a, il a tendance à homogénéiser la paysannerie en disant les paysans gagnent 17 francs de l'heure, mais en fait pas tous les paysans gagnent 17 francs de l'heure, pas tous les paysans ont une ferme de 20 hectares, voilà, et pas tous les paysans sont fermiers, il y en a qui sont propriétaires. Et il y a donc une fraction de la paysannerie qui s'embourgeoise, et cette fraction embourgeoisée de la paysannerie, elle va cimenter, c'est une longue tradition suisse, il y a un accord bourgeoisie industrielle, bourgeoisie de rente qui vient très tôt par rapport à ce qui est le cas en France. Mais cette paysannerie embourgeoisée, elle va cimenter le droit foncier rural autour de l'idée de l'exploitation individuelle et familiale. Et c'est à ce droit foncier rural que vous êtes heurté, qui est un droit qui détermine tout, y compris l'accès au paiement, etc., qui est vraiment très structurant pour dire ce qu'est l'agriculture et ce qui n'en est pas. C'est à ces règles que vous vous êtes heurté, mais elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une négociation entre, d'une part, la bourgeoisie industrielle et d'autre part, la bourgeoisie foncière, celle qui vit de la rente foncière, qui a besoin de prix des terrains élevés et de protectionnisme et de soutien à l'agriculture pour encaisser sa rente.
Donc voilà, ce droit, il existe. Et en fait, cette fraction-là de la bourgeoisie rurale, elle se renforce sous nos yeux. On va en avoir vraisemblablement un exemple dimanche assez frappant avec l'élection de Lionel Dugerdil, qui est, je pense, un excellent représentant de cette fraction. Touchons du bois que ce ne soit pas le cas, mais... Et elle se renforce, cette bourgeoisie rurale, elle se renforce politiquement, et donc on n'est pas prêt de voir s'effriter le bloc juridique que tu as bien décrit, et notamment ce privilège extraordinaire de la cession à la valeur de rendement pour les héritiers, qui est vraiment un privilège fiscal et économique qui est accordé aux agriculteurs pour s'assurer que les domaines restent dans la famille et donc dans cette fraction-là. Et ce bloc-là, ce bloc juridique et ce bloc social, il met la Suisse très en retard dans l'évolution des structures agricoles. Si on se compare à la France, il existe depuis au moins les années 60 des structures comme les groupements agricoles d'exploitation en commun, qui sont des structures qui auraient très bien convenu au type de projet que vous aviez, et qui en Suisse n'existent pas ou existent très difficilement, ou qu'il faut faire exister dans des interstices juridiques, mais qui n'ont pas de vraie existence juridique. En France, tout ça est très bien développé et a permis une sociétarisation de l'agriculture qui, grosso modo, est quand même favorable au niveau du renouvellement des pratiques culturales et agricoles. Je terminerai là-dessus. Le maintien de ce bloc juridique et de ce bloc social, il est ambigu. C'est pour ça c'est aussi très difficile de le désigner et de l'attaquer. Il est ambigu parce qu'à la fois, il protège un modèle traditionnel qui est patriarcal, etc., mais en même temps, il protège les terres agricoles de l'appétit foncier des grands acteurs, que seraient par exemple la Migros et la Coop, qui seraient très intéressés à posséder elles aussi du foncier, à posséder des exploitations. La Migros avait essayé d'intégrer verticalement la filière porcine dans les années 70, de devenir un acteur majeur de ce secteur. Elle a réussi à le faire dans le cas de l'élevage de poulets, de poules, mais ça n'a pas marché avec le porc. Mais disons, voilà, il y a cette ambiguïté, c'est-à-dire que ce bloc, il empêche des choses. À mon avis, il est néfaste. On peut le voir avec ses origines sociales, mais il est difficile à attaquer parce qu'il protège aussi une représentation qu'on a de la zone rurale et de la mythologie alpine, quoi. Voilà. On le voyait dans les statistiques qu'on a vues au début. À Genève, il y a un petit paradoxe puisqu'on arrive quand même à créer plus de petites structures qu'ailleurs, ou en tout cas qu'en moyenne suisse. Qu'est-ce qui explique ce décalage? Est-ce qu'il y a quand même des brèches qui sont peut-être exploitées dans un canton comme le nôtre, qui a de fait un territoire très restreint, un terrain agricole de fait relativement restreint lui aussi? Quelles sont un peu les marges où se développent quand même des activités qui arrivent à être pérennisées? Il y a un petit nombre de conditions qui sont remplies depuis quelques années, notamment quand même une volonté de l'État de Genève de mettre au concours ces parcelles de plus d'1 hectare à travers une procédure d'attribution qui peut tendre à favoriser les nouveaux projets, plutôt que la reprise par des projets déjà existants. Ça, je crois que c'est quand même la chose la plus marquante sur la dernière législature. Après, sur les autres raisons, à part peut-être une grande dynamique à créer des projets, je ne saurais pas expliquer plus en détail. Moi, je ne connais pas tous ces projets. Le nombre très grand de ces projets, en fait, ne correspond pas à ceux qu'on connaît au sein du MAPC. Et c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a des tas d'espaces de la zone agricole qui sont occupés par des jardins dont on n'arrive pas très bien à comprendre si c'est des jardins de hobby ou de production, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas réussi à saisir tout ce que ça pouvait révéler de diversité. Mais peut-être tu avais... mais je pense, moi non plus, je ne connais pas exactement
quelles sont ces fermes qui ont été créées, ces exploitations qui ont été créées. Ça peut aussi, il peut y avoir des éléments qui l'expliquent, comme, je sais pas, peut-être au niveau du canton, une pratique différente de reconnaissance d'une exploitation. Voilà. Mais ce qui est sûr, je pense, c'est qu'à Genève, il y a quand même du côté des consommateuristes, il y a un très grand intérêt pour l'agriculture de proximité, l'agriculture paysanne, et je pense que ça porte aussi ses fruits. Enfin, il y a aussi un modèle, j'ai l'impression que Genève est assez précurseur par rapport à tous ces ACP, donc les fermes qui produisent des légumes et qui les vendent à travers des paniers, par exemple des systèmes de paniers, où Genève a vraiment vu naître les premières fermes qui se sont lancées là, dans ce processus à Genève, et on voit naître constamment d'autres. Enfin, c'est un processus qui est quand même très développé ici. Moi, je suis suisse allemande et je travaille à Berne maintenant, mais je ne connais pas d'autres régions où il y a un tel nombre de projets sur une si petite surface. Et ça, c'est certainement parce qu'il y a une dynamique paysanne importante ici, avec Unitaire, avec le MAPC. Aussi une organisation, mais aussi parce qu'il y a les consommatrices et consommateurs qui répondent présents. Et puis il y a cette proximité, enfin, c'est un canton, presque canton-ville, avec quand même un peu de l'agriculture autour. Donc ça se prête assez bien à commercialiser ces produits en vente directe. Ouais, nous d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on a vu. Je vais pas développer trop long, mais nous, on a vu un énorme intérêt pour nos produits, et puis on n'a pas connu justement ce qu'on a beaucoup entendu à la suite du Covid et la baisse de la fréquentation des marchés, des paniers, etc. Nous, on n'a pas tellement connu ce plafonnement de la demande par rapport à notre produit, mais c'était aussi parce qu'on avait un produit assez unique sur Genève à proposer. Donc, c'était aussi intensif en temps de faire tout ce démarchage pour créer ce débouché de vente directe. C'était pas que ça coulait pas de source, quoi. Mais on aurait pu vendre davantage. C'est un peu quand même la conclusion. On aurait dû y investir plus de temps, mais on aurait pu en vendre davantage, quoi. Ouais. Il y avait aussi peut-être la question du secteur d'activité. Tu disais l'élevage, c'est vraiment quelque chose qui est très marginal à Genève. D'ailleurs, il y avait un chiffre assez éloquent. Les laiteries réunies genevoises, en fait, c'est quasiment que des exploitations de France voisine. Alors Fred, tu expliquais un petit peu, hein, déjà parce que le contexte fait que l'organisation de ces structures n'est pas le même, mais pour l'élevage... comment vous contextualiseriez? Est-ce qu'il y a des difficultés supplémentaires par rapport à peut-être des activités effectivement de maraîchage, où on a l'impression que là, il y a des choses qui se pérennisent peut-être plus facilement, ou sur de la transformation? Vous voyez une différence? Oui, je pense que c'est pas un secret que l'élevage est un des secteurs dans l'agriculture qui sont les plus difficiles, et puis où il y a le moins de gains de productivité qui sont réalisés en fait sur la production, les gains de production, pardon. Il y a aussi dans les revenus agricoles moyens, on voit que les fermes laitières, c'est clairement ceux qui ont le revenu le plus bas sur toute la Suisse. C'est pas pour rien que les subventions orientent aussi la production vers les zones un peu plus de montagne, etc., où ça peut être... il y a aussi une volonté politique là derrière de soutenir ces fermes, mais pas qui prennent la place des autres fermes qui pourraient produire des céréales ou des légumes en plaine. Donc il y a toute une logique aussi derrière qui fait que de l'élevage est rentable sous condition qu'on a beaucoup de surface à disposition. Parce que en fait, la production de lait ne peut pas réellement fonctionner dans le système actuel dans lequel on est, d'un monde, d'un marché international et voilà, des prix de produits alimentaires qui sont complètement dérisoires par rapport au niveau de vie en général, quoi. Et ce qui est particulièrement difficile dans l'élevage, c'est que c'est très difficile de réaliser des gains de productivité sur un troupeau, parce que tu travailles avec la matière vivante, tu travailles avec des animaux,
Et toutes les questions éthiques sont extrêmement importantes. Pour nous, ça c'était, je pense, un des grands défis, d'essayer d'obtenir des gains de productivité tout en restant alignés avec nos valeurs et notre éthique de travail. Il y a là, par exemple, la grande question de l'élevage des cabris, où c'est un peu un problème irrésolu pour tout l'élevage caprin partout, je pense, enfin, surtout très prononcé en Suisse parce qu'il n'y a pas vraiment de débouché pour les cabris, pour la viande de cabri, parce que ce n'est pas un produit qui est très connu. Mais aussi en France, où il y a des plus grands élevages caprins, les cabris, il y en a qui sont vraiment tués à la naissance. Enfin, ou alors ils sont donnés à des engraisseurs à 2 jours de vie pour qu'ils les engraissent dans des grands halls en grande quantité, parce qu'en fait, c'est très difficile de valoriser cette viande au prix de production, quoi. Ouais. Donc, pour nous, ça, c'était un des grands défis. On aurait pu peut-être gagner mieux notre vie si on avait fait plus de choix à l'encontre de nos valeurs, mais c'était déjà difficile pour nous en soi, mais après aussi avec la présence de toutes les personnes qui étaient autour du projet, notamment aussi les parrains, les marraines, les consommateuristes. Enfin, on avait aussi un lien très particulier aux gens qui consommaient nos produits, et c'était aussi très important dans la relation avec eux de rester alignés sur ces valeurs-là. Il y en avait énormément de passages de gens à la Touvière, donc l'année où on a décidé que maintenant vraiment financièrement fallait qu'on change quelque chose radicalement et qu'on allait du coup engraisser les cabris au lait en poudre, on avait plein d'enfants qui cherchaient ces cabris parmi les mères, et on a dû expliquer 1 milliard de fois que en fait voilà, c'était pas qu'on trouvait ça mieux de les enlever aux mamans à 2 jours de vie, mais qu'en fait financièrement on avait le couteau à la gorge et que c'était important de faire des choix. Mais donc je pense que l'élevage, c'est effectivement très particulier, et au niveau de la Confédération, c'est les fermes qui ont le revenu le plus bas. C'est les fermes qui ont, malgré le fait que c'est les fermes qui ont les paiements directs les plus élevés, parce que c'est souvent les fermes en montagne. Et voilà, c'est pas pour rien, quoi. Et nous, on a voulu quand même réaliser ça à Genève avec un certain succès quand même, parce qu'on a, ce qui est important à retenir, c'est qu'on n'était pas si loin du compte avec notre production. On a réalisé un chiffre d'affaires de 250 000 francs à l'année. Donc si on veut, en fait, on a réalisé quand même quelque chose d'assez incroyable. On a réalisé quand même presque une autosuffisante, enfin on a presque réussi à vivre de notre production, mais avec justement des salaires qui étaient trop bas pour que ça soit viable sur le long terme, quoi. Peut-être dire aussi qu'une des spécificités des structures, notamment d'une partie des structures du MAPC comme la vôtre, c'est justement de ne pas être structuré d'une façon où il y a un ou une chef d'exploitation qui va non seulement souvent être propriétaire de ses terres et percevoir des choses par rapport à ça, et des facilitations de logement, etc., et un salaire bien supérieur aux ouvriers et aux ouvrières qui sont engagés à l'année ou de façon saisonnière. Nous, on a essayé de mettre au point quand même des structures où le plus bas salaire est très proche du plus haut salaire, où c'est des questions d'ancienneté et d'annuité qui vont jouer un rôle pour ça, mais il y a aussi ça, c'est que en fait, quand on a envie que tout le monde puisse gagner, allez, au hasard, le salaire minimum genevois à 24,48, ça, c'est pas la même chose que s'il y a une personne qui se fait un salaire conséquent et les autres qui sont payés 17 balles de l'heure, quoi, au salaire agricole minimum. C'est d'autres enjeux pour arriver à cette équation-là, et il faut sortir plus de chiffre d'affaires pour arriver à une solution comme ça qui verrait que tout le monde soit payé correctement. Tu parlais, Frédéric, du contexte global, du contexte finalement législatif qui en fait assure un certain maintien de l'existant et pousse vers une concentration finalement du terrain agricole. Aujourd'hui,
bien sûr, ce cadre, il est fédéral. L'essentiel de la politique agricole est fédéral. Est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Est-ce qu'il y a des possibilités de faire bouger des marges? Est-ce qu'on est dans un immobilisme total sur ces questions? Mais encore une fois, c'est pas... La question, elle est moins juridique pour moi que vraiment socio-économique, quoi. Évidemment, ça se traduit ça prend la forme de cadres juridiques qui effectivement permettent la cession à la valeur de rendement pour les héritiers au lieu de la valeur vénale, qui effectivement permettent de donner un numéro d'exploitant ou de ne pas en donner, qui aussi par exemple interdisent la division des entreprises agricoles. On peut pas faire 2 fermes à partir d'une ferme. En France, un des slogans de la Confédération paysanne, c'est mieux vaut deux petites fermes qu'une grosse. Mais en Suisse, on peut pas littéralement diviser. Donc, ces éléments juridiques, ils sont le reflet, la traduction d'un rapport de force politique qui est favorable à une bourgeoisie rurale essentiellement propriétaire et rentière foncière. Du coup, à la question de savoir s'il y a une possibilité que ça change, la réponse de ce point de vue-là est facile, c'est non. Puisque cette bourgeoisie rurale, elle se renforce au Parlement, hein. Curieusement, c'est-à-dire qu'on voit que le nombre d'actifs agricoles, tu as montré dans les slides, diminue, et la représentation des agriculteurs au Parlement, elle est stable. C'est très mystérieux. Et donc c'est un groupe politique, c'est pas le groupe politique des agriculteurs, c'est le groupe politique d'une fraction de la paysannerie, qui renforce sa position politique. Le succès extraordinaire de l'UDC à partir du milieu des années 90 favorise encore ce bloc bourgeois paysan. Donc moi je suis assez pessimiste, mais vous serez peut-être optimiste à ma place. En tous les cas, je pense que c'est très difficile de gagner par les marges, même si effectivement on a l'impression que c'est la seule voie qui existe. C'est très courageux de le faire, ça, il faut dire que les gens qui le font sont très courageuses et courageux. Mais à mon avis, les gains par les marges, ils ne viendront que s'il y a aussi une reprise des questions agricoles du côté de la gauche, parce que cette omniprésence de la bourgeoisie agricole dans les institutions nationales, elle s'accompagne aussi d'un délaissement des questions agricoles et rurales du côté de la gauche. Pour donner un exemple, la dernière initiative en date sur les questions foncières, qui était une initiative assez intéressante parce elle s'appelait l'initiative Ville-Campagne, et elle liait le sort des terrains en ville au sort des terrains à la campagne. Donc c'était pas... Ça découpait pas le territoire, c'était l'idée que le foncier était à appréhender d'une façon globale, et je pense que c'est très vrai, c'est d'autant plus vrai à Genève. Eh bien cette initiative, elle a été lancée, sauf erreur, en 86 et votée en 88. Depuis, c'est un peu morne pleine, quoi. Les initiatives qu'on voit, c'est des initiatives qui vont porter sur les pratiques culturelles, sur l'usage de l'eau, sur l'usage des pesticides, etc. C'est pas des mauvais objectifs, mais il me semble qu'il y a des objectifs beaucoup plus fondamentaux et qui permettraient de percevoir le bloc bourgeois paysan de façon plus claire, quoi. Et je pense que là, il y a un travail assez considérable, notamment d'articulation entre les luttes de locataires et les luttes autour du foncier rural. Je pense qu'il y a des choses très importantes, mais qui pour l'instant sont totalement en friche, si j'ose cette métaphore agricole. Je vois le temps qui tourne. Est-ce que, Nicolas, tu voudrais peut-être revenir, avant qu'on ouvre aux questions, sur une piste que tu as explorée dans le cadre d'une recherche d'un mandat du MAPC et qui forcément exploite un peu une marge dans le contexte actuel, mais qui est peut-être une piste parmi tant d'autres à explorer? Ouais, c'est une piste qu'on suit avec la coalition Terre, qui est une coalition plus large que uniquement le MAPC et mon mandat, qui comprend Unitaire notamment et d'autres structures.
Et c'est celui d'un plaidoyer pour une utilisation durable, paysanne, je ne sais pas comment dire, des terres publiques. À Genève, par exemple, il y a plus de 90% des terres qui appartiennent à des privés. Comme l'a bien expliqué Fred, on a une possibilité d'action qui est tout à fait limitée parce que c'est des gens qui veulent percevoir une rente plutôt que, souvent, disons, plutôt que installer des projets d'agriculture paysanne. Et d'ailleurs, il y a énormément de terres à Genève qui ont été achetées quand c'était encore possible par des acteurs de l'industrie, par des acteurs bancaires, etc., qui voulaient spéculer sur leur déclassement possible et qui sont toujours propriétaires de ces terres. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, malheureusement, là aussi je suis pessimiste, c'est quand même difficile pour l'instant d'agir sur ces terres-là, à part des petits cas comme ça dans les marges. Mais par contre, il y a 10% des terres en surface agricole utile à Genève qui sont entre les mains des pouvoirs publics, 5% l'État de Genève et un peu plus de 4% pour les communes genevoises. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette procédure d'attribution qui est maintenant en place de la part de l'OCAN, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, pour potentiellement, des fois, pas tout le temps, permettre l'installation de projets. Il serait intéressant que les communes s'attellent à faire un peu la même chose, d'autant qu'il y a un nombre croissant de communes qui ont des règlements d'attribution des terres communales, que dans ces règlements, il y a notamment des contraintes qui peuvent être posées, que les personnes qui récupèrent les terres soient habitantes ou déjà exploitantes sur la commune, donc des contraintes qui sont liées au fait que ces personnes auraient envie de contribuer à travers une activité agricole à fournir par exemple de la nourriture aux collectivités publiques ou à des restaurants sur la commune ou à la création ou rejoindre un marché existant sur la commune avec les produits qu'ils y auraient produits. Et voilà, là il y a quelque chose qui pourrait se jouer maintenant. Il y a une certaine disparité entre les communes qui possèdent pas mal de terres sur leurs terres et des communes qui ont déjà tout vendu. Et on a un peu fait un zoom sur des communes qui pourraient être intéressantes. Ouais, c'est un tableau qui est en cours de constitution. On essaye d'extraire aussi bien les données sur à qui appartient la terre à Genève, qui l'exploite, etc. Et on se rend compte qu'il y a des communes qui sont assez intéressantes, qui s'ignorent même dans le fait qu'elles sont intéressantes. Quand j'ai contacté les secrétariats généraux de ces communes, ils n'étaient même pas au courant qu'ils avaient en leur possession des telles quantités de terre. Et voilà, il y aurait quelque chose à faire pour permettre l'installation de projets sur ces terres communales, et c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler avec les communes genevoises. Je vous propose, vu l'heure, à moins que l'un ou l'une de vous veuille ajouter quelque chose en particulier, mais peut-être qu'on ouvre aux questions ou aux interventions de la salle. Je te laisse un micro, j'y vais. Pour donner la parole à tout le monde, on va prendre 3 questions d'un coup. Donc merci d'être concis et de dire à qui vous adressez aussi peut-être voilà, votre question. Si on a... Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport à justement ce qu'on vient d'évoquer, des terrains à 90% qui sont du domaine privé. Moi, j'ai hérité de quelques petits hectares par-ci, par-là, dans ma commune à Choulet. Et par exemple, j'aimerais que ces hectares ils soient exploités par certaines personnes pour lesquelles je mets pas mal d'énergie, auxquelles je crois à leur travail, mais par exemple, je ne sais pas du tout comment faire parce que chaque fois, je me heurte à des terrains qui sont déjà chez des paysans et puis je ne sais pas quels moyens j'ai en tant que propriétaire pour faire que ces terrains
puisse changer de main à un moment donné. Moi, j'aurais une question qui touche autant Sophie que Fred. C'est concernant la Touvière. Donc, la chèvrerie, elle avait 8 hectares, mais en fait, Fred, tu as dit que les fermes ne pouvaient pas être divisées. Et pourquoi est-ce qu'il y avait 2 structures sur une ferme qui est une entité en soi? Comment ça se fait qu'elles ont pu faire ça? Et la dernière question, mais c'est lié. Si la chèvrerie avait été intégrée à la ferme complète de la Touvière, avec donc les choux, est-ce qu'elles se seraient mieux sorties dans leur travail ou dans la collaboration ou dans l'infrastructure? Je ne connais pas exactement quelle est ta situation par rapport à ces quelques hectares. C'est intéressant, quelques hectares. Mais ce qui est sûr, c'est que le bail agricole habituel, disons, il est de 9 ans pour les exploitations agricoles. Ça veut dire quand les bâtiments et les terres sont liés. Et il est de 6 ans, généralement renouvelable tacitement pour une deuxième fois 6 ans pour les immeubles agricoles. C'est bizarre cette appellation d'immeuble agricole, ça concerne des terres, voilà, et non pas des immeubles. Mais donc il faudrait savoir quand ils ont été. Non, tu dis non. Ah, c'est des échanges parcellaires. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que souvent, il y a eu des échanges parcellaires. Souvent, il y a des agriculteurs qui travaillent des parcelles. On l'a vu plusieurs fois ces temps dans des cas de reprise de terre par nos structures, qui travaillent des terres par habitude, j'ai presque envie de dire, qui perçoivent le paiement direct pour ça, qui peut-être à un moment donné ont donné une contribution sous forme de loyer en amenant quelques saucisses par année, ce qui est suffisant aux yeux de la loi et qui voilà, sont là. Et c'est vrai que c'est un assez long processus pour comprendre qui travaille la terre, comment est-ce que ça pourrait être différent. Et après, c'est aussi un assez long processus pour faire entendre à la personne qui déclare ses terres chaque année qu'elle ne pourra plus le faire. Et c'est des fois des moments assez tendus. Mais ouais. Ouais, je ne suis pas assez spécialiste de ça, mais en tout cas, l'arrivée à la retraite de paysans ne suffit pas à les faire arrêter de travailler. Hein. On dit que souvent les paysans ils travaillent jusqu'à la fin de leur vie. et c'est vrai que c'est simplement ils sont plus en droit de percevoir les paiements directs sur les cultures en place. Mais ils peuvent, et c'est souvent le cas, continuer à travailler les parcelles par habitude aussi. Je peux peut-être aussi juste rebondir, Stéphanie. Il y a effectivement au changement de propriétaire, par exemple, d'une exploitation agricole, les baux qui sont liés à d'autres propriétés, enfin les baux qu'ils ont à l'extérieur de leur propre ferme, eux, ou de leur propre exploitation, ils sont pas renouvelés automatiquement. Donc là, il y a obligation de notifier par écrit. Et le propriétaire des terrains peut refuser de les reconduire avec le nouveau locataire. Mais justement, c'est des questions très précises et moi, je prends volontiers note de tes questions et je regarde ça avec notre spécialiste avec AMB. Et puis, mais peut-être qu'en se coordonne, tu m'écriras un peu plus de détails. Et puis, alors, je viens volontiers sur ta question. Tu as mis un peu le doigt sur quelque chose de sensible, mais c'est bien d'en parler. Donc, oui, à la Touvière, on a opté pour une création de 2 structures. À la base, c'était parce que historiquement, en fait, les 2 collectifs qui ont rejoint la Touvière ne sont pas nés de la même initiative. Il y avait 2 initiatives parallèles. Il y avait la volonté des propriétaires de donner la place aux 2 structures.
Et il y avait une démarche très différente, notamment par rapport à l'investissement de départ. Les chèvres, nous, on a dû construire une fromagerie et on a dû construire une bergerie. Donc, on a dû investir énormément de capital, en fait, de départ. Et du coup, par ce biais-là, on a créé une structure qui était évidemment fragile parce que largement endettée. Et de l'autre côté, l'autre équipe est venue avec une démarche avec peu d'investissement de départ et en fait, successivement, d'année en année, un réinvestissement de la marge produite par leur exploitation dans des investissements successifs. Donc, ils ont eu une autre approche de départ et on n'a pas réussi au départ à se mettre d'accord et se dire on va créer une même entité parce que justement, les enjeux n'étaient pas les mêmes. Et c'était aussi, voilà, c'était une réalité comme ça. Et du coup, on a longuement réfléchi à quelle forme juridique donner et on s'est heurté à cette interdiction de partage matériel que Fred a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas scinder en deux une exploitation agricole au stade actuel de la législation. C'est censé, si tout va bien, ça va évoluer, mais on ne sait pas encore très bien sous quelles conditions ça sera possible avec le changement de la LDFR qui est en cours. Il y a cette volonté éventuellement d'assouplir ce règlement. Donc peut-être que si on avait créé l'exploitation dans 5 ans, on aurait pu créer 2 exploitations agricoles et on n'aurait pas eu cette imbrication qui était vraiment aussi d'une grande complexité et puis qui a certainement alourdi pas mal de démarches et qui a aussi fait peser sur l'exploitation qui nous a sous-loué, donc la SARL de la Touvière, une grande charge administrative, une responsabilité qui n'était pas forcément bien vécue aussi. Et est-ce qu'on se serait mieux sorti si on avait été tous ensemble? Je pense que ça aurait clairement eu des avantages. On connaît d'ailleurs des fermes en France, notamment où il y a de l'élevage, ça fait partie d'une ferme diversifiée qui a différents types de production et qui s'en sortent mieux. Après, l'élevage est subventionné généralement par les autres ateliers. Donc, puisqu'on n'est pas né d'une même intention de départ, ça aurait été difficile de faire accepter ça aux autres producteurs, productrices. Mais effectivement, j'ai parlé aussi avec Grégoire, qui était un des fondateurs du projet en amont de cette réunion. Et puis lui, il a dit, on aurait peut-être pris ensemble la décision d'avoir moins de chèvres et de le faire pour le côté pédagogique, ce qui marche, et moi pour la production. Mais voilà, ça c'est des choses, c'est inné à notre histoire et c'était difficile de faire autrement. On a vraiment beaucoup réfléchi et discuté. On est allé voir Prométhère dans le canton de Vaud pour trouver la meilleure solution et c'est sur quoi on est arrivé. Mais évidemment, effectivement, c'était aussi un des facteurs qui nous ont pénalisés. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir, merci. Je suis partie d'un collectif citoyen. En fait, j'aimerais savoir comment est-ce que nous, citoyens, on peut aider à ce que les fermes soient en bonne santé puisqu'elles prennent soin de notre santé. Et je pense que c'est essentiel. D'autant plus que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent et qu'il y a eu 2 milliards d'excédents sur le canton de Genève récemment. Voilà, je ne comprends pas tout, en fait. Je ne sais pas à qui m'adresser, peut-être à vous 3. Oui, bonsoir. C'est un peu peut-être dans la suite de ce qui vient d'être demandé, là, ce qui vient d'être mis sur la table. Aujourd'hui, à Genève, est-ce qu'on ne doit pas peut-être d'abord se focaliser sur le potentiel maraîcher ? Il semble effectivement que l'expérience de la Touvière montre que l'élevage, notamment de chèvres en plaine, cumule tellement de difficultés que ça semble effectivement, malheureusement, avec un avenir très incertain. Et donc, c'est certainement pas là qu'il faut se relancer pour ceux qui aimeraient se relancer. Par contre, sur la partie maraîchère, où il y a toute une série de projets aujourd'hui aussi très dynamiques, il faut quand même reposer la question de la demande. Aujourd'hui, on le voit avec toutes les filières qui se sont organisées, structurées, tous les projets comme le Cali, qui cherchent à rendre l'accès à des paniers beaucoup plus facile, au pied des immeubles ou dans les quartiers. Et je veux dire, le succès de le Cali est malheureusement relativement limité. Et ça renvoie à une question très concrète de la demande. Je veux dire, on a beau être une ville importante,
la demande. Alors pour les produits, pour les fromages de chèvre, vous n'avez jamais eu de problème de vente, vous aviez un produit d'une qualité incroyable. Mais sur bien d'autres domaines, eh ben, aujourd'hui, on pourrait produire beaucoup, beaucoup plus. Et je me pose la question s'il faut. Donc, le premier point, c'est à challenger avec les intervenants. Est-ce qu'il ne faut pas se focaliser sur la question maraîchère? Et puis de deux, s'il y avait une piste là, il y a les terrains publics que tu as mentionnés, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des grands exploitants qui ont certains plusieurs centaines d'hectares qui ne seraient pas prêts à faire des collaborations avec des plus petits collectifs? Parce que quand on a 250 hectares, de pouvoir avoir cédé 2, 3, 4, 5 hectares, ça ne pèse pas très lourd dans la balance. Et sur 5 hectares, en production très intensive, comme ça se faisait à l'époque dans des communes, à Verrier, à Bardonnay, je veux dire, il y avait une quantité d'exploitation très intensive pour le marché local. Est-ce que ce n'est pas dans cette direction qu'il y a peut-être quelques pistes aujourd'hui? Sur comment aider, je ne sais pas quel est le type de collectif citoyen auquel vous participez, mais c'est évidemment favoriser la vente directe des structures paysannes et encore plus peut-être favoriser le type de contrat qui est proposé par l'agriculture contractuelle de proximité ou par des projets comme Tourne-Rêve qui permettent par une contribution préalable à l'établissement du plan de culture de contribuer à la planification et au partage de risques dans la production. Je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'aider les structures paysannes, c'est de permettre d'avoir de l'argent en amont de la production pour pouvoir la planifier au mieux, et que si la production se révèle un peu moins bonne sur certaines années, que ce risque soit partagé avec les gens qui ont fait contrat avec la structure. Sur la question de l'orientation, c'est pas, ce que vous dites n'est pas faux, c'est-à-dire de développer le maraîchage, etc. D'ailleurs, c'est ce qui se passe de fait. Le problème, c'est que toute la planification, elle est soit absente, soit très implicite. C'est-à-dire qu'on va pousser les gens vers des orientations de production, mais parce qu'on va subventionner ci, subventionner ça. Il n'y a pas de planification explicite. Et en fait, l'absence de planification explicite, elle fait conjointement avec le système juridique dont on a parlé, qui valorise l'exploitation individuelle, la structure familiale, elle a un effet d'exacerbation de la concurrence. C'est-à-dire tout le monde se dit « Ah, il faut faire du maraîchage ». Alors tout le monde fait du maraîchage et au bout d'un moment, il n'y a plus de gens pour acheter les légumes parce que c'est des productions qui vont avoir un moment de la peine à sortir de la concurrence qu'imposent les grands distributeurs. Et du coup, les petites structures vont se livrer une concurrence exacerbée, il y en a qui vont disparaître, et en fait on reste dans une espèce de chaos de planification, et je pense que autant pour le foncier que pour les orientations de la production, il faut une planification explicite. C'est pas très comment dire, à la mode de dire ça, parce que ça a l'air du coup de un peu contraindre les projets individuels, etc. Mais en réalité, si on veut vraiment parler d'approvisionnement, si on veut sortir aussi d'une vision chauvine de l'approvisionnement qui dit le lait est produit en France, nanana, et puis quoi, il est produit en France, il est produit dans la région genevoise, ça va très bien. Si on veut sortir de ça, il faut une planification, et il faut une planification à l'échelle régionale. Je ne sais pas par où commencer, mais ouais, peut-être aussi par cette question d'orientation vers le maraîchage. Donc, moi-même, je le reconnais pleinement que c'est très difficile d'installer des chèvres sur des petites surfaces en plaine. En plus, c'est encore accentué par le changement climatique. Donc, il y a aussi toute la question de la production de fourrage qui est de plus en plus difficile en plaine avec les conditions qu'on a.
Après, j'aimerais quand même dire que, vu l'intérêt que ça a suscité dans la population et l'effet que ça a eu d'installer des chèvres à Genève, je pense qu'il y a quand même aussi une raison, il y a quand même aussi un intérêt en fait qui dépasse peut-être juste celui de la production, parce qu'il y a, justement, il y a tout cet aspect didactique et pédagogique lié au fait d'avoir des animaux à proximité et de pouvoir voir de près qu'est-ce que ça implique de ne pas perdre le lien en fait à ce type de production qui la consommation de lait et de viande n'est pas en diminution, peut-être en diminution légère, mais c'est quand même encore très important. Et je pense du coup c'est aussi important pour les consommatrices et consommateurs de pouvoir voir ça de près et puis apprendre un peu aussi les enjeux liés à ça. Donc je pense que pour moi il aurait pu y avoir une place quand même pour un élevage de chèvres, un deuxième, il y en a un autre, mais un deuxième élevage de chèvres sur le canton de Genève, et tout comme je suis persuadée qu'il y a une place pour un élevage de vaches et la production laitière, que c'est quand même important aussi de pouvoir avoir une agriculture diversifiée. De toute façon, si on s'oriente que en fonction de cette... si on veut vraiment suivre vraiment la logique on garde que ce qui est productif selon les régions, etc., en Suisse, il n'y a plus d'agriculture, ça c'est clair. On n'est de toute façon pas concurrentiel. Donc autant se donner les moyens de réfléchir à qu'est-ce qu'on a besoin sur tous les plans aussi, les plans sociaux et pas uniquement économiques ou écologiques aussi. Après... J'ai entendu la question de Christophe par rapport à la possibilité éventuellement de démarcher les grandes exploitations pour qu'ils cèdent des terrains, etc. On a aussi entendu avant Stéphanie qui a proposé en gros des terrains à mettre à disposition. Moi, je tiens quand même à ce qu'on soit attentif aux conditions d'installation de ces différents projets. Parce qu'il y a des projets qui vivent à Genève et qui produisent et qui survivent, mais si on met un peu en relief les revenus qui sont tirés de ces exploitations et on compare ça avec le niveau de vie à Genève, le coût de vie à Genève, on est quand même dans une grande précarité et je pense que c'est aussi important. C'est pour ça que je trouve que ces questions de conditions d'installation sont très importantes pour créer justement des projets viables. Et là, je pense que c'est important de discuter des leviers possibles au niveau du canton, au niveau des communes actuellement. Parce que c'est clair que la LDFR, on ne va pas la changer du jour au lendemain pour créer des conditions totalement différentes. Mais je pense qu'il y a des possibilités au niveau du canton. Notamment, je pense qu'il peut y avoir... je ne sais pas, moi je ne suis pas une experte de ces différents mécanismes de financement, mais moi je trouve que ça pourrait... le canton qui est quand même très engagé pour ces questions et qui a cette volonté-là pourrait aussi, par exemple... permettre des aides au logement spécifiques pour les personnes qui travaillent dans des structures comme ça, pour un peu compenser en fait ces lacunes que les fermes, les personnes qui s'installent comme néo-ruraux, comme néo-paysans rencontrent et qui sont en fait qui les mettent en décalage par rapport aux personnes fermiers installées depuis des longues années avec tous les privilèges de logement, etc. qui vont avec. Et aussi éventuellement d'accentuer encore de développer davantage des aides à l'installation, des contributions à fonds perdus, peut-être aussi pour les installations de nouveaux projets au niveau du canton. Peut-être je rajouterais, si on essaye de pointer des dispositifs favorables, et pour pas avoir l'air toujours trop rabat-joie, il se développe en France des formes de fonctionnalisation où en fait des communes embauchent pour leur cantine scolaire des maraîchers. Et là, ça c'est effectivement des modèles assez favorables parce que du coup, on sort des questions de capitalisation, c'est un service public.
Du coup, il y a de l'investissement qui est fait et on sort des questions d'auto-exploitation parce qu'en fait, les gens sont salariés, du coup, ils sont payés. Et puis, effectivement, et donc ça c'est des possibilités qui sont effectivement à portée de la main, quoi. Autour de Lyon, par exemple, c'est des pratiques qui sont très développées, donc et qui correspondent bien aussi à des formes d'agriculture urbaine, en tout cas d'agriculture qui sont très intriquées dans les tissus urbains, quoi. Oui, j'avais encore deux questions en fait sur l'accès à la terre. J'étais intéressée de savoir dans ces 90% de terres qui appartiennent à des propriétés privées, est-ce qu'on sait qui c'est ces propriétaires privés et quel est le pourcentage que représentent les propriétaires paysans dans ces 90%? Autrement dit aussi, une grosse exploitation agricole, quelle est sa part de fermage et quelle est sa part de propriété privée? Et aussi, je me demandais si le fait que maintenant l'OCAN met en concours les terres publiques, est-ce que c'est quelque chose qui a été obtenu par exemple, le MAPC en négociation, etc., ou est-ce que c'était tout simplement en manquement de l'OCAN qui, en fait, devait le faire mais ne le faisait pas, et qui a été peut-être mis en lumière par vous? Enfin, voilà, je me demandais un peu comment ce changement avait été opéré. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, encore? Je voulais juste reposer la question à Frédéric s'il pensait que ce style de ferme urbaine, effectivement, qui voit le jour de plus en plus en France, pouvait être envisageable sur Genève. Est-ce qu'au niveau politique, il pense qu'il y aurait du répondant, et au niveau de la population, est-ce que ça serait accueilli? Parce que ça serait un changement de paradigme radical. Et je pense que c'est un prisme qui pourrait solutionner beaucoup de problématiques actuelles de l'agriculture, comme les salaires très précaires des maraîchers, de toutes ces structures d'ACP. Voilà, parce que je trouve qu'il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça. Et je me posais la question de l'ouverture potentielle de Genève par rapport à ça. Sur la qualité des propriétaires privés dans les communes genevoises, on n'a pas encore fait des stats précises, mais ce que j'ai constaté, c'est que les familles paysannes historiques et les grands propriétaires patriciens, ils sont encore propriétaires de beaucoup de terres dans les communes sur lesquelles il y a moins de pression foncière, comme par exemple sur la rive gauche, Harvélac, ou peut-être Gentot, Bellevue, ce genre d'endroit. Par contre, dans les communes où il y a eu des grosses pressions foncières suite à des déclassements en zone industrielle ou zone d'habitation, là, il y a d'autres acteurs et actrices qui sont rentrés dans la danse quand c'était encore possible pour acheter du foncier, avant même qu'il soit déclassé. Et là, on voit qu'il y a quand même plus de holdings, de sociétés anonymes qui sont propriétaires. Mais statistiquement, je peux rien dire de plus. Et puis sur la procédure d'attribution de l'État, j'ai l'impression que ça date quand même de l'arrivée à la tête de l'OCAN de quelqu'un qu'on connaît bien, qui a essayé de mettre ça en place, Valentina Emler-Maïga, avec son équipe. Pour en avoir parlé avec elle, mais elle le dirait mieux que moi, il y avait l'idée que ce soit comme une mise au concours pour un appartement, pour un logement, pour quoi que ce soit d'autre finalement, qu'il y ait des critères qui permettent, qui soient des critères transparents, qui permettent de définir qui était la personne qui était la plus à même de devenir fermière d'une terre de l'État, et qu'on sorte de cette espèce de nébuleuse de transmission de terre dans le café du commerce, à l'abri des regards, et puis voilà, que ça devienne quelque chose d'un peu officiel. Et ce qu'on constate sur cette directive, c'est que les fois, enfin ce que j'ai pu constater en parlant avec les gens de l'OCAN, c'est que les fois où quelqu'un qui était en place a obtenu les terres,
ça n'a fait aucun remous. Mais par contre, les rares fois où c'est un projet néo-paysan qui a obtenu les terres, là, ça a fait des gros remous. Il y a les paysans qui avaient les terres auparavant, qui se sont des fois comportés d'une manière qui dépassait le cadre de la loi, on va dire, pour essayer de dire en fait, c'est pas chez toi. Et on a mal parlé des personnes publiquement qui avaient obtenu ces terres, alors qu'effectivement, c'est pourtant une mise au concours qui permet beaucoup plus de transparence que ce qui était le cas auparavant. Sur les fermes urbaines, alors la forme ferme urbaine, j'ai l'impression qu'elle se développe. Là, il y a la ferme qui a été intégrée au quartier du Verger, il y a la ferme et magasin qui s'est ouvert à Bernel, à la Croisée. Et oui, je pense que ce serait bien reçu par le public, parce que moi, ça me paraît assez évident. Après, il y a deux sauts en fait importants. Le premier, c'est l'idée de la fonctionnalisation. Et bon, on n'est pas dans un pays où la fonction publique est particulièrement développée ni valorisée. Du coup, là, je pense qu'il y aura des difficultés importantes. Et puis l'autre verrou, c'est le verrou foncier. C'est-à-dire que, tu as dit, c'est 10% de terrains qui sont en main publique. Est-ce que dans ces 10%, il y a des ensembles qui sont suffisamment cohérents pour tout d'un coup dire là, on va installer quelqu'un et il va produire les légumes pour la cantine scolaire, par exemple? Ou est-ce que ça veut dire que les gens vont devoir faire 35 km en voiture tous les jours pour arroser ici, arroser là-bas, etc. Ça, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il y a des ensembles qui sont suffisamment cohérents pour effectivement développer ce... Et après, il faut dire aussi une chose, c'est qu'en France, c'est quand même le résultat d'un processus long dans lequel, notamment, des communes qui étaient confrontées à la déprise agricole, une chose qu'on ne connaît pas du tout en Suisse, à l'abandon de terrains agricoles, dans des zones comme l'Ardèche, ou voilà, des zones un peu dans cette fameuse diagonale du vide, en tout cas son sud. Il y a des collectivités publiques qui ont réfléchi à l'idée de constituer des réserves foncières, donc de racheter les terrains soit quand on voyait qu'il n'y avait plus de poursuite de l'exploitation, etc. Mais ici, évidemment, ce serait... Bon, d'une part, ce n'est pas absolument sûr que ça soit possible légalement. Et puis les collectivités publiques se heurteraient à une concurrence exacerbée. Après, il faut dire que, par exemple, à Genève, c'est quelque chose, et ailleurs, c'est quelque chose qu'on a fait pour l'industrie. Il y a la Fondation des terrains industriels qui a fait une réserve foncière et qui continue d'avoir une réserve foncière et qui est un acteur majeur, je crois, majeur de la planification industrielle. Ça n'a pas réussi à enrayer toutes sortes de processus économiques, mais ça a donné un poids aux collectivités publiques quand même dans la construction du tissu industriel. Donc voilà, mais bon courage aux politiciennes et politiciens qui s'attelleront à la question, quoi. Mais oui, je pense, en tout cas, je pense que c'est un truc qui aurait l'avantage d'avoir une visibilité intéressante, quoi, parce qu'on comprend, on fait le lien tout de suite, quoi, entre un maraîcher salarié ou une maraîchère salariée et une cantine scolaire. Bon, je crois qu'on va du coup s'arrêter sur cette ouverture et cette porte ouverte. Je crois qu'il y a l'apéro qui est arrivé entre-temps. Du coup, on vous propose très volontiers de continuer ces moments d'échange, de discussion dans un cadre plus informel. Et je vous remercie déjà à vous trois d'être venus ce soir et d'avoir partagé avec nous ces réflexions et ces expériences. Et puis à vous toutes et tous d'avoir fait le déplacement. J'espère que cette soirée aura répondu à vos attentes si vous en aviez, mais en tout cas que ça aura été un moment de partage et de réflexion commune intéressant. Et voilà, je me réjouis de poursuivre cet échange si vous le souhaitez.